Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et ça y est, nous allons parler de la saison 3 de DC Titans qui est dispo maintenant depuis plusieurs semaines aux États-Unis sur HBO Max. La série arrive probablement d'ici fin 2021 voire plus début 2022 sur Netflix en France et faut faire un petit récapitulatif parce que la saison 1 de DC Titans, je l'avais énormément apprécié. Je trouvais que ça sortait un petit peu de l'ambiance, du ton qu'on avait l'habitude de voir concernant DC sur petit écran, notamment avec la reverse, etc. On était sur quelque chose de violent, de sombre, de torturé, voire de profond par moment. J'ai vomi de tristesse en voyant le Deathstroke et son traitement qui lui a donc été réservé en saison 2, avec une miniature comme vous le voyez un petit peu changeante. On se cherchait encore à l'époque niveau miniature et forcément je n'étais que hypé quand Red Hood, le grand, a été annoncé pour cette saison 3 et qu'en plus de ça, l'épouvantail serait joué par Vincent Kartheiser. Alors là, j'étais ultra hypé et je me suis dit, ok, cette saison, elle va envoyer du lourd. Ce que je peux vous dire, c'est que oui, effectivement, cette saison a envoyé du lourd, mais voilà, au désavantage de certaines choses qui se sont un petit peu perdues au centre de l'intrigue, peut-être on va en parler avec et sans spoiler. N'hésitez pas vous à me donner votre avis en commentaire comme d'habitude, est-ce que vous avez ou non détesté ou aimé ou pas la série. Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Et pour commencer cette partie non spoiler, je pense qu'un petit récap un petit peu de ce qui s'est passé entre la saison 2 et la saison 3 est peut-être un petit peu nécessaire. Après les événements donc de la saison 2, on voyait donc les Titans qui étaient un petit peu genoux à terre à cause notamment de la mort de Donna. Ils ont eu le temps depuis de se reforger une réputation durant quelques mois, jouant les héros, ils sont même médiatisés, ils prennent des selfies, mais doivent se rendre en urgence à Gotham lorsqu'un nouveau trafic de drogue est découvert, Bruce n'étant pas, comme d'habitude, dans la capacité de pouvoir agir sur Gotham, ce qui fait que les Titans, eux, vont directement se rendre dans cette ville qui est tout simplement détestable. Il ne faut pas se le cacher, personne ne veut prendre des vacances à Gotham, ou alors vous êtes totalement suicidaire. Je vais commencer par un truc, au moins c'est réglé, je vais parler encore une fois, donc du Bruce Wayne de Lane Glane. Voilà, pour lui, je n'ai aucun intérêt envers son personnage, je m'en fous complètement depuis la saison 1, et c'est tant mieux, et je pense que c'est voulu même, parce que quand on y pense, c'est une série Titans, et quand il a été annoncé en saison 2, comme quoi Bruce Wayne, comme quoi le grand Batman arriverait dans la série, je me suis dit, c'est peut-être risqué, parce que c'est hyper compliqué pour que Bruce ne pique pas la vedette, en fait, si vous voulez, aux Titans, qui sont pourtant les héros principaux et qui ont le nom de leur groupe en guise de nom de série, si vous voulez. Et donc, je pense que c'est fait exprès, qu'on s'en moque un petit peu. Il est vraiment à chaque fois absent. À chaque fois qu'il intervient, c'est en espèce de grand sage pour essayer de notamment faire la morale à Dick, voire parfois à Jason également. Ça pousse un petit peu aussi les personnages à qui il parle à se développer. Donc, il a un intérêt, mine de rien, dans l'intrigue, mais je trouve ça bien qu'on s'en foute totalement, et même, je pense qu'on est tous d'accord, peut-être ou pas, pour dire que non, ce Bruce Wayne n'est pas charismatique, alors que Bruce Wayne de base est charismatique dans les comics, parce que ici on est sur un Bruce Wayne qui est en perdition, qui est en fin de vie, entre guillemets, pour être un petit peu plus méchant, et c'est tant mieux parce que voilà, c'est une série Titans, et là-dessus je suis super content tout simplement de voir que ça a été le cas et que ça reste toujours une série Titans. Parlons du coup de cette saison 3, qui est incroyable, mais il aura fallu quasiment virer les 3/4 du développement de personnages, de certains personnages, pour se concentrer sur certains points qui sont hypants de l'intrigue, comme notamment l'épouvantail, Red Hood. Il y a certains nouveaux personnages, on va plus en parler en partie spoiler aussi également, mais qui sont absolument pas intéressants. Et mine de rien, même si c'est assez mitigé là-dessus, j'en ressors avec un avis plutôt positif, et franchement très positif pour le coup sur cette saison 3, parce que c'est peut-être un mal pour un bien. On va rentrer du coup dans les détails si vous me le permettez, de toute façon vous êtes sur la chaîne où vous n'avez pas le choix. Ma plus grosse déception, ça concerne tout simplement Beast Boy, parce que bon, on a des attentes par rapport à lui depuis 3 saisons. Et ok, on a compris, on sait qu'il a du mal à contrôler ses pouvoirs, on sait qu'il va lui falloir du temps, etc. Mais, quand bien même, Gugus, ça fait 3 ans là que tu développes tes pouvoirs, et on n'a toujours pas ce que l'on veut. Alors ils nous servent un espèce de petit truc, on va dire, pour contenter les fans.
Concernant Beast Boy, je parle notamment de ses transformations, vous l'aurez compris, mais c'est absolument, enfin moi j'ai pris ça clairement peut-être même pour du foutage de gueule, en mode ok on vous met ça 2 secondes, et encore c'est vraiment pas la chose à laquelle on s'attend, et puis basta, c'est fini. Donc ouais, il y a une grosse lenteur là-dessus, je comprends pas vraiment honnêtement, faut être honnête, il ne donne rien à manger, même concernant son développement de personnage dans cette saison, il est très peu présent, il est même un petit peu plat, toujours un petit peu sur cette longueur d'onde très niais, très gentil. Donc ouais, sur ce personnage, une petite déception, au contraire de Nightwing, qui lui est incroyable. C'est-à-dire que déjà, alors à chaque fois qu'il apparaît lui en costume, t'as envie de lui faire des bisous le mec. Il est ultra badass, il se bat comme jamais, il y a peut-être un peu moins de phases de combat, un peu moins de chorégraphie, parce qu'ils ont nécessairement pas besoin de mettre l'accent dans cette saison sur l'aspect combatif de Nightwing ou de Robin, anciennement Robin en tout cas, mais ce qu'ils ont besoin de faire c'est tout simplement de poser le personnage, et ça c'est quelque chose qu'ils ont réussi à faire de mon côté. On voit qu'il a pris en confiance, on voit qu'il est devenu un petit peu le mentor des Titans, et ça y est, on a un Nightwing, on a un Dick Grayson qui est enfin accompli, après 2 saisons où qu'il a passé à se chercher, qu'il a passé tout simplement à être troublé par certaines périodes de sa vie, par Bruce également, par Jason. Là clairement ça fait plaisir, on a une bonne évolution de personnage, et son costume, et comme tous les costumes en général de cette série, sont incroyables, voilà. Là-dessus je voulais absolument faire le point, parce que ce personnage, je l'adore vraiment. Parlons du coup par rapport à son évolution, je voulais vous dire un truc aussi, c'est que à chaque fois qu'il débarque en costume, tu sais que ça va être pour casser des bouches. Et il y a des gens qui vont peut-être aller parce que c'est vrai que il n'est pas très présent en termes de combat comme je l'ai dit tout à l'heure, mais à chaque fois qu'il intervient, tu sens que c'est un petit peu comme, si vous voulez, le moment où Batman va apparaître dans un combat, va régler la situation, et hop, c'est terminé. Il n'y a pas besoin que ça dure 3 heures, Batman il s'occupe de tout, c'est fini. Et lui, c'est exactement la même sensation que l'on a, donc effectivement, je voulais un petit peu revenir là-dessus, parce qu'il y a une sensation de puissance qui s'en dégage, à défaut, paradoxalement, de Superboy. Parce que, de la même manière que Gar, j'ai été ultra déçu, il trouve toujours un moyen scénaristique pour le mettre, si vous voulez, en dehors de l'action. Et c'est justement tout l'enjeu avec son personnage, parce qu'il est aussi fort que Superman. Donc autrement dit, c'est un personnage qui, si on le veut, peut faciliter toutes les situations face aux ennemis, régler le souci en 2 secondes, etc. Et il y avait un gros risque par rapport à ça, il faut le dire aussi, donc ça je pense que c'est plutôt bien géré, c'est qu'il y avait le risque de se dire ok, vu qu'on a un personnage hyper puissant, ça peut tomber très vite dans la facilité scénaristique, parce qu'en fait, il peut vaincre absolument tout le monde, grâce à sa super vitesse, il peut sauver vraiment presque tout le monde en quelques secondes. Bref, c'est vraiment la grosse facilité scénaristique. Le souci c'est que c'est tout ou rien, j'ai l'impression, avec ce personnage. C'est soit on te le montre hyper puissant en mode il défonce des mers si vous voulez, etc. Soit tout simplement ils te le mettent à l'écart. Il y a une scène qui moi m'a choqué dans cette saison 3, sans spoiler, vous inquiétez pas, c'est qu'à un moment il se passe un truc, il y a un gros danger on va dire, tu te dis bon, Superboy il peut clairement régler l'affaire, mais non, Dick lui dit écoute, tu restes là, tu restes derrière le téléphone si jamais on doit t'appeler. Ok, je veux dire, t'as des gens qui sont en danger, quand c'est comme ça, tu prends ce qu'il y a de plus facile pour toi, pour régler le souci le plus vite possible, justement, c'est le but de régler un danger. Et clairement ils l'ont mis à l'écart, et il y a des choses comme ça qui sont selon moi assez maladroites autour de son personnage. Et voilà, il faut le dire, d'autant plus qu'il a un duo avec, on va dire, entre guillemets, Starfire, et elle, je m'en fous toujours autant, alors que pourtant, c'était censé être une bonne partie de l'intrigue de cette saison 3, et c'est une bonne partie aussi de l'intrigue de cette saison 3, c'est que, en fait, si vous voulez, on était censé, si vous voulez, on va dire revisiter ses origines, ces choses comme ça, sauf que ça fait 2 saisons qu'on le traite. Donc là on voulait quelque chose de nouveau, notamment avec l'arrivée de Blackfire en tant que grande méchante, sauf que y a rien de nouveau, les 2 personnages sont plats. Je vais prendre l'exemple par rapport à Aquaman par exemple, qui est un film assez bien fait dans le sens où c'est un héros qui appartient à 2 peuples différents, il y a tout un enjeu autour des responsabilités, autour de ce qu'il veut faire, est-ce qu'il est à moitié les deux, ou est-ce qu'il est plus l'un que l'autre, et là Starfire ainsi que Blackfire, c'est absolument pas géré comme ça, et je trouve que c'est assez dommage. Donc oui, Starfire, elle est toujours aussi attachante, mais elle est toujours aussi gentille, donc elle reste toujours aussi plate, et des fois tu te dis mais bordel, t'as juste envie que Starfire mette une boule de feu à quelqu'un à un moment, tellement que je n'arrive plus à en parler,
elle reste toujours sereine, quoi qu'il se passe. C'est ce qui peut faire son charme pour certains, j'imagine. Mais de mon côté, c'est vrai que j'ai pas trouvé grand intérêt, alors que pourtant t'as sa sœur, donc Blackfire, qui est donc arrivée sur Terre et qui pose un problème, et tu te dis, bon, en fait, je m'en moque de tout ça, de tes origines, ça fait 3 ans que tu me sers la même chose, change de disque un moment. Donc ça c'était pour Starfire, je sais que ça a l'air très négatif pour l'instant, mais il y a quand même du positif, notamment avec la Barbara Gordon, anciennement Batgirl, qui je trouve est super bien adaptée, on sent qu'elle est super forte, alors que bon, elle est en fauteuil, mais t'as quand même 2-3 moments, on va dire, dans la série, qui te font comprendre que, même si effectivement elle est en fauteuil, eh ben vaut mieux pas la chercher, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là-dessus, c'est vrai que c'était plutôt intéressant. La relation également qu'elle a avec Dick Grayson est plutôt bien emmenée, et surtout elle reste à sa place et elle confond jamais par exemple les Titans avec autre chose, c'est-à-dire que Barbara Gordon, bien que des fois elle collabore avec d'autres Titans ou avec Dick, bah, tu sais que c'est pas une Titans, et il y a vraiment aucun souci là-dessus, elle se mélange vraiment avec personne, elle a son propre truc, elle est commissaire, elle est vraiment une femme de pouvoir et elle arrive à s'affirmer face aux autres, bien que sa situation soit différente, et moi j'ai trouvé son personnage absolument incroyable, et bien plus menaçant par exemple qu'une Starfire qui a pourtant énormément de pouvoir, etc. Avant de parler de Red Hood, qui est clairement pour moi le point principal positif de cette série, ainsi que l'épouvantail, il faut que je vous parle un petit peu de Gotham, parce qu'on n'en parle pas assez. Alors Gotham, vous le savez, vous connaissez l'ambiance, c'est toujours assez glauque, torturé, etc. Mais là je trouve que dans cette saison 3, on est vraiment sur un aspect de Gotham assez inédit presque, parce qu'on est dans une ambiance, on va dire, de guerre civile, et c'était assez sympa de voir ça, dans le sens où, sans spoiler, il y a plein de choses qui sont placardées, les gens sont pas trop dans les rues, et au final, je sais pas s'ils ont fait ça à cause, par exemple, du confinement, du Covid, etc., le fait qu'il puisse pas y avoir énormément de figurants au départ dans le tournage, sur les plateaux, etc., donc le fait finalement de mettre un Gotham qui a, entre guillemets, en confinement sans l'être, ça permet scénaristiquement de se dire ok, s'il n'y a pas de gens dans les rues, c'est peut-être normal. Donc là-dessus, moi j'ai trouvé déjà que ça faisait un raccord avec la vraie vie et ça donne pas une sensation de bizarre comme on avait pu voir avec la dernière saison de Flash où ils sont dans une grande ville et tu vois personne derrière et c'est ultra bizarre, bien que ce soit pas leur faute pour le coup. Et aussi, tout simplement pour l'ambiance qui s'y dégage. Comme j'ai dit, tu veux absolument pas passer des vacances là-bas. Et là aussi, Gotham est plutôt bien emmené à tel point que on arrive à te donner une âme sur cette ville. Et c'est ça à chaque fois qu'ils font, que ce soit dans les films, dans les séries, etc. Ils arrivent à donner une âme à Gotham et ça c'est plutôt important, je trouve. Bref. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de Red Hood, qui est incroyable. Voilà, on va pas se le cacher, Red Hood est mon coup de cœur de cette saison 3. Et comme, bon, sans surprise évidemment, je pense qu'il aura convaincu tout le monde par le look déjà dans un premier abord, mais concernant son histoire, je trouve qu'ils ont sacrément respecté et bien adapté surtout son histoire, pour une histoire qui se passe en 2021, et dans le ton de la série. Alors évidemment il y a des choses qui changent, mais concernant l'origin story, si on se fie au squelette de son personnage, c'est à peu près ce qui se passe aussi dans les comics, il n'y a aucun souci à se faire si jamais, je sais pas, vous êtes un grand lecteur des comics, un grand fan du personnage, et que vous avez peur en découvrant cette série de comment ça se passe, comment est-ce qu'il va devenir Red Hood, etc. C'est plutôt bien emmené, même en ne montrant pas le Joker, et ça c'est un point qu'il faut souligner, c'est que on se dit toujours... comment ils vont faire? Et moi le premier je me disais mais attends, mais le Joker il est quand même au centre du développement de personnage de Red Hood, comment est-ce qu'ils vont faire? Et je trouve qu'ils ont plutôt bien emmené la chose, notamment en plus, et ça il faut vraiment le souligner parce que ça aussi c'est incroyable, avec l'épouvantail de Jonathan Carteser qui est une énorme surprise, vraiment c'est le personnage qui crève l'écran. Je parle de l'épouvantail évidemment, Jason Todd, Curran Walters joue très bien, mais Jonathan Carteser est incroyable, il crève l'écran, il a des dialogues qui sont profonds, poétiques, philosophiques, tout ce que vous voulez, et surtout on arrive à s'identifier à lui. Et ça c'est hyper important parce que je vous disais dans ma critique notamment de Venom qu'on manquait d'intérêt par rapport à Carnage parce que il n'était pas assez développé si vous voulez, et parce que un tueur en série t'as besoin de compatir et de comprendre pourquoi il fait ça, bien que tu comprends en même temps évidemment que ce qu'il fait c'est très mal. Et là l'épouvantail t'arrive à comprendre pourquoi il fait ça, comment est-ce qu'il devient comme ça, quels sont ses véritables problèmes, et tu compatis envers le personnage, ce qui te le rend attachant, et un tueur en série, pour moi, ou en tout cas un énorme psychopathe, doit être attachant. Donc pour moi, son personnage est peut-être le plus réussi de cette saison, avec notamment Red Hood également,
bien qu'on va y revenir un petit peu plus tard, mais c'est vrai que là-dessus, énorme coup de cœur, et n'hésitez pas vous à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, parce que effectivement je pense que ça a été assez unanime. Bref voilà, je voulais vous dire un petit peu mon avis déjà sans spoiler. Pour conclure, ce que je peux dire c'est que la saison est tout simplement insane. Je sais pas si je la préfère à la première, mais ce qui est sûr c'est qu'au minimum elle est au même niveau. La conclusion aussi qu'on peut se faire, c'est que c'est assez dommage d'avoir une saison intéressante et qu'on soit obligé de rusher le développement d'énormément de personnages à côté pour pouvoir développer l'intrigue dans leur sens, et ça j'y reviendrai en partie spoiler, mais après concernant le ton, l'ambiance, les chorégraphies de combat, les costumes, tout est toujours autant incroyable, et ça fait extrêmement plaisir. Bref, on va passer en partie spoiler avant que je n'arrive plus à parler tout simplement, et puis c'est parti, revenez un petit peu plus tard si jamais vous voulez être spoil. Alors là, je vais vous le dire, je vais vous balancer des spoilers un petit peu à la chaîne, comme ça, des choses qui m'ont marqué, que ce soit en positif ou en négatif, à commencer notamment par l'épisode autour de Tim Drake et de Donna, au moment où ils sont un petit peu dans l'au-delà. J'ai trouvé que cet épisode était incroyable. Alors oui, ça crée peut-être une baisse de rythme par rapport à la saison entière, parce que c'est un épisode où on va beaucoup plus se concentrer sur les dialogues, ce qui va permettre aussi de développer Donna et aussi Tim Drake à côté. Techniquement, vous le voyez à l'écran, le noir et blanc, mais incroyable, une mise en scène qui change, qui marque même cette saison je trouve. Donc là-dessus c'est plutôt cool parce qu'en plus on voit le retour de Hawk après qu'il soit mort, et ça honnêtement sa mort je m'y attendais absolument pas. Je me suis dit ok il va pas exploser, ils vont trouver un truc, si il est bel et bien mort. Et quelque part t'es content aussi parce que bien qu'il reste mort à la fin, tu sens qu'il est libéré d'une certaine relation toxique, notamment avec Dove qui lui bouffait la vie depuis des années. Tu voyais qu'il était cruellement amoureux, mais que ça lui bouffait entièrement sa vie. Donc là, il retrouve un petit peu dans l'au-delà, une fois qu'il est mort, son ami d'enfance, etc. Tu sens qu'il est heureux, et ça fait extrêmement plaisir. Au contraire, s'il vous plaît, de la tentative de suicide de Bruce Wayne, qui pour moi n'est absolument pas assez développée. C'est ce que je vous disais un petit peu au début, c'est que on s'en fout de Bruce Wayne, et c'est le but, mais quitte à lui donner des choses aussi importantes que ça, je pense qu'il aurait fallu en parler peut-être un petit peu plus. Tu comprends qu'il est en dépression après avoir tué le Joker, c'est clair et net, mais c'est exploité durant 10 minutes, et il revient après, genre dans une fin d'épisode vite fait, en mode normal, tout s'est bien passé, j'ai les mains dans les poches, je suis en costard, comme si de rien n'était, et au final, c'est vrai que là-dessus, j'aurais peut-être aimé un petit développement. Concernant Red Hood, alors c'est ce que je vous disais, il y a peut-être des nuances qui s'apportent par rapport à la partie non-spoiler, c'est que toute la saison, il va jongler entre le bien et le mal, et j'adore le fait qu'il soit perdu, si vous voulez, mais à mon sens, il aurait dû prendre, on va dire, son indépendance durant les 2-3 derniers épisodes. On aurait dû commencer à avoir un Red Hood avec son propre credo, entre guillemets, son propre truc. Et parce que là, en fait, si vous voulez, il y a plein de moments, ça arrive au moins 3 ou 4 fois, où à un moment, il devient gentil, il va revoir Dick, ensuite l'épouvantail lui retourne le cerveau, il est avec l'épouvantail, ensuite il va revoir Dick, ensuite il est avec l'épouvantail, bref, ça ne fait que ça, un espèce de jeu de ping-pong, pour au final devenir totalement solitaire en fin d'épisode, en fin de saison, quelque chose qui pour moi aurait dû, si vous voulez, arriver bien plus tôt dans cette saison 3, mais à part ça, le personnage est incroyable, hein, vous inquiétez pas. Gar, mon dieu, Beast Boy. Ça, c'est la pire déception pour moi. Parce qu'effectivement, ils nous ont servi un petit truc sur le plateau, ça y est, il se change en autre chose que son fameux tigre, ou encore que son fameux serpent qu'on a vu en saison 2, qu'on a vu genre 2 secondes. Il se change, à l'image d'ailleurs de la série d'animation, je crois, à la télé, en chauve-souris. Bon, ok, la chauve-souris on la voit 2 secondes, ok, elle est importante parce qu'elle va permettre de sauver Nightwing. Mais à côté, tu te dis, bon, ça fait 3 ans que tu essaies de te transformer, que tu apprends, et tout ce que tu arrives à faire, c'est te transformer en chauve-souris. Donc si on part de ce point de vue-là, c'est sûr qu'on est forcément déçu. Après, c'est vrai que je suis un petit peu content de voir Gar un peu évoluer. Peut-être que ça va être un déclencheur qui va lui permettre de comprendre en saison 4, parce que ça a déjà été officialisé, comment notamment se transformer beaucoup plus en plein de choses, en tout ce qu'il voit, etc. C'est vrai que pour l'instant, je reste assez déçu concernant son personnage, et notamment sa forme de chauve-souris qui se prend en plus sans crédibilité, qui se prend une fenêtre dans la gueule à un moment. Alors oui, ça fait rire, mais Gar, tu te dis, mais le pauvre, il est tellement pas respecté depuis le début, depuis la saison 1, même, tu comprends au départ. Et là, ça fait 3 ans qu'il se transforme en tigre, tu te dis, bon, ça commence à faire mine de rien, et ça m'embête un petit peu. Alors il faut qu'on parle aussi de Nightwing, qui est donc mort, à un moment.
Alors, il faut dire aussi quelque chose, c'est que les combats à chaque fois qu'il est contre Red Hood, moi je trouve ça incroyable. À chaque fois, je suis trop content dès qu'il y a un combat Nightwing Red Hood, ça éprouve une sensation de satisfaction, on va dire, qui est assez importante. Et forcément j'ai été surpris quand il est mort, mais forcément j'ai trouvé que c'était prévisible aussi parce que une fois qu'il est mort, tu te dis bon, vu que c'est le personnage un petit peu principal de Titans, ils vont le foutre dans le puits, c'est sûr et certain, il va ressusciter. Et là-dessus il y a peut-être une incohérence par rapport aux comics, et c'est peut-être la seule chose qui est mal adaptée, même si là aussi il y a aussi des nuances, etc. C'est que le puits, normalement, quand il rentre et que t'en ressors, tu ressors plus ou moins changé de là. Je veux dire, t'es impacté, tu viens de revivre à la vie, et par moment, t'es plus toi-même, ou par moment, tu changes de personnalité, etc. Et là, à chaque fois, c'est jamais exploité, que ce soit pour Jason, donc qui revient à la vie avec le puits, ou Dick. À chaque fois, c'est les mêmes personnes, ils ont pas un choc, ils sont même pas fatigués, ni rien, ils viennent de revivre à la vie, ils éprouvent rien, aucune émotion, et c'est assez bizarre de se dire, ok, bah, il y a un truc énorme qui s'est passé dans ta vie, tu viens de revivre, mais tu restes la même personne et tu n'es même pas fatigué de ce qui vient de se passer, tu vois. Donc là-dessus, je trouve ça peut-être un petit peu exagéré, mais là aussi, ça dépend aussi de tout simplement comment on voit les comics, parce que je sais qu'il y en a qui traitent ce fameux changement, il y en a qui ne traitent pas, donc ça dépend aussi de ce qu'ils ont adapté. On va parler, pour arriver en cette fin de vidéo, de Rachel, qui est pour moi une petite déception aussi. Elle est absolument pas développée, c'est un des personnages qui est le moins présent dans cette saison. Alors, d'un autre côté, tu te dis c'est pas très grave, parce que ça contrebalance avec la saison 2, je crois, et la saison 1 aussi, où elle était vachement présente, où on développait ses pouvoirs. Là, la seule chose que tu apprends de plus par rapport à la saison 2 sur Rachel, c'est que maintenant, elle n'a plus peur de ses pouvoirs, et elle les contrôle un peu plus. Et encore, c'est pas plus expliqué que ça. Mais par exemple, son séjour à Themyscira, tu vois pas vraiment ce qu'elle y fait en fait, ça n'apporte rien au personnage, parce que tout ce qu'on te montre de Rachel à ce moment-là, c'est que bah effectivement, elle aime pas qu'on lui dise quoi faire, elle a ses propres idées, elle pense qu'elle a toujours de meilleures idées, je veux dire ça comme ça, que les autres, parce que notamment quand il faut ressusciter Donna et tout, elle pense qu'elle peut vraiment aider, tandis que ceux de Themyscira pensent qu'elle est plus nocive qu'autre chose, et donc elle va continuer. Et en fait, cet esprit de contradiction, ce caractère qu'elle a, Rachel, elle a depuis la saison 1, donc finalement ça ne t'apporte rien en saison 3, de tout simplement voir une Rachel qui va justement contredire tout ce qu'on lui dit, et je trouve ça assez dommage. Un truc par contre à côté qui va contrebalancer avec cette saison, c'est tout simplement Tim Drake, qui est incroyable, voilà. On s'attache très vite, bon comme on s'y attendait, il est assez bien représenté, son côté fanboy, son côté attachant, son côté enquêteur, tout est super bien adapté, et honnêtement je suis plutôt convaincu par son Robin, et je pense que, eh ben, il faut pas trop le sous-estimer, si vous voyez ce que je veux dire. Et quant à Blackfire, bah alors ça, j'en parle même pas, c'est une énorme déception, parce que oui, j'en parle vite fait, hein, mais Blackfire ne sert à rien, c'est-à-dire qu'en plus que Beast Boy, on n'a aucun intérêt envers ses pouvoirs, à côté, bah, Beast Boy, on lui met un love interest, donc Blackfire, du plus cliché qu'il soit, il y a aucun moment, si, il y a un moment où tu te dis, quand il explose le vaisseau, tu te dis, ok, peut-être qu'ils vont utiliser son côté Lex Luthor, parce qu'après tout, il a deux personnalités, et ça n'a pas encore été exploité pleinement, sauf un petit peu au début, et non. Tu te dis, bah en fait non, il a juste fait ça parce qu'il y pensait, parce que il pensait que c'était le bon choix, mais en fait pas du tout. Et enfin, il faut qu'on parle de deux choses qui sont importantes selon moi, pour finir cette vidéo qui va être un petit peu longue, mais il fallait que je vous parle de plein de choses. Le monologue de l'épouvantail, alors c'est pas la bonne image ici, mais le monologue de l'épouvantail où il est avec sa mère, et qui lui parle, et... oh là là, mais incroyable, donc juste avant qu'il tue sa mère, c'est peut-être la meilleure scène pour moi de la série, voire de toutes les séries. Il a un discours qui est tellement complexe, profond et poétique à la fois que ça en devient presque philosophique. Tu comprends qu'il est timbré, mais en même temps tu remets en cause certaines choses qu'il dit, parce qu'il a pas tort sur toute la ligne. Et j'ai trouvé que son personnage, moi je vous l'ai dit, c'est mon coup de cœur, son personnage est aussi incroyable tant pour son jeu d'acteur que pour son écriture de ses dialogues, de son histoire, et voilà, là-dessus, moi je suis conquis, et l'acteur est incroyable. Et enfin, le climax de fin, donc la scène finale, je l'ai pas trouvé si impactant que ça. La seule chose qui m'a plu, c'est que Tim Drake foute une grosse droite à l'épouvantail, c'était assez satisfaisant de voir ça, mais à part ça, c'est vrai que bon, c'est pas ce qui m'a marqué le plus. Moi, comme je vous l'ai dit, il y a des épisodes, notamment celui en noir et blanc, notamment celui qui est tout simplement... c'était celui de la mort de Donna, celui où Nightwing meurt également. Ce sont des épisodes qui, moi, m'ont beaucoup plus marqué.
et voilà, pour un climax c'est dommage, mais on a eu 10 fois pire, hashtag dernier épisode de saison 2 de Titans. Bref, une vidéo un petit peu longue, j'en suis désolé, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé de tout ça, j'avais beaucoup de choses à dire. On reviendra du coup dans une prochaine vidéo, peut-être pour éviter que celle-ci soit trop longue, sur des théories qu'on peut émettre, parce que on comprend quand même assez bien que Ra's al Ghul va peut-être débarquer en saison 4, donc ça fait extrêmement plaisir, j'ai hâte de voir comment ils vont l'adapter, et ça aussi, ça me fait beaucoup trop peur, mais on verra ça. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les doses, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les doses.